Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette intervention. Hop, je vais tout de suite afficher sur la RE2020 en logement collectif. David, je vais te laisser te présenter rapidement. Bonjour tout le monde, donc David Lebanier, je suis du bureau d'études Pouget Consultant, on est bureau d'études thermique, carbone, fluide. Et du coup, pour ma part, Julien Molinier, alors je suis chez Rockwool, mais là je suis porte-parole du SNBVI sur donc, le syndicat national des bardages et vêtures isolées. Et on va intervenir sur le sujet de l'analyse du positionnement des solutions justement de bardage et vêtures, ça tombe bien. Juste pour rapidement introduire le SNBVI, si vous ne connaissez pas, en gros, ça représente l'ensemble des acteurs les plus influents du segment de la vêture et du bardage rapporté. Donc on parle de l'isolation, des solutions d'isolation thermique par l'extérieur en filière sèche. Pour citer, vous avez quelques marques adhérents du SNBVI, et notamment il y a de l'acier en termes de parement, du minéral composite, de la laine de roche haute densité, du HPL, on a du zinc et de la terre cuite. Et voilà à peu près ce qu'on représente, c'est à peu près 67% des parements du marché en filière sèche. Pour faire un petit point rapide donc, sur les éléments qu'on va voir par rapport à la RE 2020, donc avec Pouget Consultant, un bâtiment de référence a été étudié. On va l'étudier sur différents sujets. On va voir d'abord les indicateurs de la RE 2020 pour un petit rappel rapide. Et ensuite, on regardera le BBio, qui est plutôt le sujet forcément enveloppe, donc solution ITE, lycée construction, l'impact carbone, et donc les degrés heures aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir sur les sujets d'inconfort estival. Alors déjà, il y a 3 grandes thématiques. Petit rappel, énergie, carbone, confort. Je pense que maintenant, ça commence à être maîtrisé depuis ce matin. Pour le BBio, c'est surtout là-dessus qu'on va analyser pour la partie énergie, donc l'impact notamment de l'enveloppe, de la conception du bâtiment. Là, on parle plutôt d'orientation, de performance d'isolation, vraiment de l'enveloppe. Et ensuite, on se concentrera sur on fera le parallèle plutôt indirectement avec les 2 autres indicateurs, CEP, donc, qui est issu de la RT 2012, consommation d'énergie primaire, et le CEPNR, qui vise plutôt notamment à limiter aussi les consommations en électricité et en gaz. Pour la partie carbone, on va se concentrer sur lycée construction, forcément, l'impact carbone des matériaux et équipements. Donc il y a la petite partie chantier, mais c'est le gros du travail, c'est l'impact carbone des matériaux et équipements. Et je cite, mais il ne sera pas étudié ici, lycée énergie due aux émissions gaz à effet de serre des équipements, on va dire, et de la consommation d'énergie du bâtiment. Et pour finir, les degrés heures, donc le nouvel indicateur en nombre d'heures d'inconfort en période estivale et caniculaire qu'on regardera. 2 autres petites infos, je vais passer rapidement. Sur les BBio, donc, on va présenter déjà le bâtiment qui a été étudié, un bâtiment de 32 logements. Vous voyez un peu les caractéristiques des typologies d'appartements, R+4, qui présente 1887 m² de surface chab, un ratio de surface vitrée qui est plutôt 17,5, donc, et une compacité moyenne. On n'a pas pris le bâtiment le plus optimal, mais quelque chose d'un peu plus représentatif. Avec quelques balcons, on voit les schémas. Avant de passer aux conclusions sur le BBio, petit rappel, de la RT 2012 à la RE 2020, l'estimation qui correspond surtout à une modification de surface de référence, c'est en gros une économie, une augmentation de la performance sur le BBio d'environ 30%. Et c'est quelque chose qui est valable de 2021 à 2031, et pour les années qui en découleront aussi. Mais c'est le niveau de performance défini à ce stade. Donc là, vous voyez la performance, la réduction de performance, et du coup, ce qui prend systématiquement en compte des besoins en froid. Voilà, rapidement. Là, je te laisse la main, David, pour le sujet des performances du bâtiment. Donc ce tableau, il présente les prestations qu'il faut obtenir en isolation extérieure sous bardage ventilé pour respecter la RE 2020. En préambule, ce BBio Max,
de la RE 2020, il est accessible à toutes les solutions constructives. On n'est pas obligé de mobiliser de l'isolation extérieure. L'isolation intérieure peut très bien le faire. Et on voit que l'ITE le fait de manière assez à l'aise. On est ITE pour isolation thermique par l'extérieur. 16 cm de laine de verre ou de laine de roche sous bardage ventilé suffisent à respecter la RE 2020. On force un peu sur les autres postes, les autres parois, mais c'est du même ordre que ce qui se passe en isolation intérieure, voire un peu plus faible. On reste en double vitrage assez standard. On met de l'isolant sous chape, sous dalle, chose qu'on ne faisait pas systématiquement en RT12. Des coffres de volets roulants. On enrobe les acrotères. L'ITE remonte et fait le tour de l'acrotère pour traiter le pont thermique. Voilà. Petite précision, pour faire ces calculs, on a bien pris l'ensemble des ponts thermiques engendrés par les structures qui portent les bardages. C'est trop souvent oublié, c'est un impact significatif et il faut le faire. Et là, on a fait un petit exercice où on a essayé d'aller plus loin. BBO-20, l'isolation intérieure a du mal à obtenir ces performances. C'est assez dur d'aller au-delà de BBO-15, sauf pour des bâtiments très compacts. Ici, on voit qu'avec 20 cm sous le bardage ventilé, eh bien, on y arrive facilement. On force quand même sur les coffres de volets roulants, on traite quelques balcons, mais on est largement dans les capacités de l'isolation extérieure. Et là, avec ce niveau de performance, on est un peu à mi-chemin entre la RE 2020 et un niveau Passive House, pour ceux à qui ça parle, qui représente un petit peu le bout du bout de ce qu'on peut faire en termes de performance d'enveloppe. Néanmoins, on peut aller encore plus loin, et souvent c'est un sujet de niveau de détail de la conception. Il y a des ponts thermiques associés à l'isolation extérieure qui sont décrits dans les règles de la RE 2020. On va dire que c'est des solutions assez conventionnelles, mais il y a un certain nombre de leviers qu'on peut mobiliser quand on va analyser un peu plus finement les jonctions entre, par exemple, l'isolation extérieure et les menuiseries, qui est une vraie continuité. Le recouvrement des dormants, donc j'en parle, le fait de poser les menuiseries en applique extérieure. Là, les prestations qu'on vient de vous présenter, la menuiserie elle est en tunnel sur le béton, au nu extérieur du béton, mais sur le béton, donc posable par l'intérieur. Si on avait fait quelque chose en applique extérieure, on aurait pu aller encore plus loin. Les jonctions de pieds de façade, il y a tout un tas de détails sur lesquels il faut être minutieux et sur lesquels on peut apporter des améliorations vraiment significatives. Notamment une petite astuce. Le défaut de l'isolation extérieure, c'est qu'en plancher bas, donc l'isolation extérieure descend derrière la façade, côté extérieur. Et on a du mal à faire une jonction entre l'isolation extérieure et l'isolation du plancher bas. Et bien, si on met un petit peu d'isolation intérieure au rez-de-chaussée, on arrive à traiter vraiment efficacement ce pont thermique. Ou là, on pourrait faire une descente d'isolant de l'autre côté. Donc voilà, si on est minutieux, on peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin. On fait du passive house en isolation extérieure, sans trop de problèmes. Il y a un lien, donc en 2025, on va faire du gaz beaucoup. Excusez-moi, en 2020, en RE 2020, en 2022, les solutions gaz passent les seuils facilement. Donc il va y avoir par contre un palier en 2025 où on sera contraint d'hybrider le gaz ou de passer en pompe à chaleur ou chaufferie bois. Ici, on a afficher le niveau de BBO qu'il faut obtenir avec les différentes solutions constructives. Ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'il y a certains systèmes qui nécessitent d'aller plus loin. Donc, dès 2022, on voit que le gaz collectif, souvent, a besoin d'aller un petit peu plus loin pour passer les seuils. Certains réseaux de chaleur carbonés aussi. Et le chauffage électrique, lui, est toujours possible, mais il a besoin d'une enveloppe très, très performante qui va au-delà de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On a un BBO moins 35%. Et ça peut être une association intelligente. On a un émetteur robuste, certes peu performant, mais on a des très faibles consommations, donc on peut se le permettre. Et puis 2025, eh bien là, pour un certain nombre de systèmes, il va falloir forcer significativement. Le gaz plus solaire sera possible, mais il faut aller très loin sur l'enveloppe. Et les solutions hybrides, où on marie du gaz avec de la pompe à chaleur, suivant le niveau d'intervention de la pompe à chaleur. Si la pompe à chaleur elle intervient un petit peu, il va falloir surisoler pour compenser les émissions du gaz. Et si la pompe à chaleur elle intervient sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire, à ce moment-là, on a moins besoin d'isoler. Donc il y a des couples comme ça à trouver pour respecter ces seuils. Et donc maintenant, le IC construction.
Ouais, alors pour la partie IC construction, on va faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est exactement et des différents seuils. Donc là, on analyse, excusez-moi, l'ensemble du bâtiment à travers ce qu'on appelle des FDES ou les données environnementales. Alors, on parle de FDES quand on peut optimiser ce calcul, et on analyse ça de l'extraction, on va dire, des matières premières, de la production des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, qui peut être différente. Ça peut être de la valorisation énergétique, du recyclage, de la réutilisation ou de la mise en enfouissement. Donc c'est vraiment la vision globale. Et en fait, on va multiplier donc ces données environnementales, l'impact carbone de chaque produit, par leur quantité dans le projet et aussi leur taux de renouvellement. Suivant les types de produits, on a des taux de renouvellement différents. L'étude est faite sur 50 ans. Et c'est une chose qui peut avoir un impact. Donc c'est sur cette base. Ce qui est intéressant de voir là, c'est effectivement les seuils qui baissent au fur et à mesure du temps, tous les 3 ans. On part d'une base de 740 pour arriver à 490, soit environ moins 35% sur les 4 paliers qui vont de la RE21. Donc c'est une première vision à terme. Donc sur les données environnementales, on a donc 4 fiches de données même. Enfin, déjà, on a la fiche individuelle, la FDES. Là, c'est celle qui est communément produite par chaque industriel, fabricant, mais elle peut être aussi faite de manière collective par un syndicat. Donc c'est celle-là, la fiche collective. Les fiches par défaut, ce qu'on parle de valeur DED. Donc là, c'est les valeurs pénalisantes, celles qu'on cherche à éviter d'utiliser. Notamment, voilà, il y a certains produits qui peuvent ne pas avoir de FDES et utiliser donc ces fiches. Et ensuite, il y a les outils configurateurs. Là, on pense notamment aux configurateurs pour des sujets bois, acier, notamment qui ont des configurateurs qui sont reconnus sur ce sujet. Nous, au sein du SNBVI, on a analysé un peu la production de nos FDES pour chaque fabricant et on les a unis ensemble. On voit un peu la montée en FDES qui sont apparus dans les dernières années. Donc là, on est à peu près à 25-26 FDES. Alors ça, je l'ai déjà fait il y a 3 semaines, il y en a peut-être une ou deux en plus, mais au global, ça ne représente pas que 26 références de produits. Donc chaque industriel a des FDES avec plusieurs références. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc on a déjà un ensemble de réponses et toutes les FDES, les fabricants du SNBVI disposent tous de FDES pour de nombreuses références. Pour l'analyse carbone, je vais te laisser la main pour expliquer un peu les évolutions sur ce sujet. Alors ce bâtiment qu'on a utilisé, c'est un bâtiment 100% structure béton, dalles, refend, plancher, avec des fondations superficielles, un parking en sous-sol, un retrait en attique, un peu de bardage béton matricé en attique, un revêtement de sol classique, PVC, carrelage. Donc on est vraiment dans un truc représentatif de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et le bilan, il est le suivant. Ce bâtiment respecte le seuil 2022 de la RE 2020. C'est le seuil en rouge. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des bâtiments moins compacts qui ont du mal à respecter le seuil, faut le dire, avec beaucoup plus de matériaux, qui mobilisent plus de choses. Et puis il y a des bâtiments qui peuvent descendre assez bas et se rapprocher du niveau jaune. Alors je vais faire une caricature du bâtiment qui passe bien. C'est un petit intermédiaire sans ascenseur, des fondations superficielles, des reprises de charge qui plombent, une toiture légère. Ça passe. Ça se passe très très bien pour ces bâtiments. Donc voilà. Et on voit que dans ce total, on a encore 200 kg de valeur par défaut. 200 kg, donc 40 kg dans les lots architecturaux et le reste dans les lots CVC plomberie. Et donc au fur et à mesure que les acteurs vont justifier l'impact carbone de ces données environnementales, les valeurs par défaut elles sont pénalisantes, Julien vient de le dire, je ne sais plus ce que tu as dit, mais les valeurs par défaut sont créées par l'administration lorsque les acteurs n'ont pas créé de fiches individuelles ou collectives. Donc en attendant que tout le monde justifie son impact, eh bien, on utilise ces valeurs pénalisantes. Donc plus on va avancer, plus on aura des fiches avec des impacts carbone optimisés, et vous refaites la même ACV dans 1 an, vous aurez un impact carbone plus faible. Donc ça va vite se décanter, je pense. Voilà.
Ah oui, un autre point important, c'est que l'amélioration du Bebio a un impact très faible sur l'impact carbone des produits de construction. Vous pouvez y aller, surisoler, même un niveau passive à hausse avec des épaisseurs d'isolant très fortes. L'impact n'est pas significatif. On a fait le test ici, en Bebio moins 20%, on avait 7 kg de CO2 en plus. Et en plus, c'est un investissement puisqu'on les rembourse, on va dire, très, très rapidement par les économies qu'elles permettent. Ici, c'est notre représentation. On a isolé la façade. Vous avez en jaune la partie, le support de la façade, donc le voile béton. En rouge, le bardage. Et puis le reste, c'est d'autres éléments comme les retours de tableaux qui sont parfois métalliques ou d'autres éléments comme ça. J'ai oublié la légende. Donc notre premier cas, c'est rapporté au mètre carré Chab. Donc notre premier cas, notre façade, elle pèse 55. On est en béton isolé par l'intérieur, finition enduit. Ça pèse 55 kg par mètre carré Chab. Si je passe en béton ITE, isolation extérieure sous enduit, avec la fiche collective, eh bien du fait qu'on colle, qu'on fixe l'isolant, qu'on mette des armatures, en tout cas à ce jour, la fiche, elle est assez impactante, donc on monte à 84. Les deux du milieu, c'est des variantes en isolation extérieure sous bardage ventilé. La plus basse à 71, c'est avec le bardage le moins carboné du groupement SNBVI. Et l'autre, 114, c'est avec celui qui est le plus carboné. Vous vous rappelez de la faible marge qu'on avait. On sent que si demain, je veux mettre 100% de bardage sur ce bâtiment, il va avoir du mal à respecter les seuils. Donc le premier renseignement, c'est ça. C'est que si on veut mettre ces éléments sans trop de problèmes, il faut optimiser la conception. Et là, c'est des cas extrêmes. On a mis 100% de la façade en bardage. On peut très bien optimiser, mettre la moitié, comme c'est fait souvent. Ensuite, deux autres cas où pareil, le mini et le maxi du SNBVI, mais avec une façade rideau bois, où là on gagne beaucoup de points carbone sur ce support, avec ce support, qui nous permet de mobiliser du bardage sans qu'il y ait trop d'impact sur le bilan carbone du bâtiment. Donc c'est un associé, ça donne un peu de liberté architecturale. Et encore une fois, le bâtiment qu'on a représenté et pas loin des seuils, mais il y a bien d'autres bâtiments qui passeront les seuils. Et puis ça va vite se décanter dans les mois à venir, puisqu'on va avoir de plus en plus de fiches pour faire nos calculs. Autre sujet, c'est qu'il nous manque encore certaines données pour caractériser certains éléments, notamment les fixations du bardage. Donc pour le moment, on ne peut pas les caractériser. On a fait un petit exercice prospectif pour essayer d'évaluer un petit peu quelles vont être les incidences en termes de carbone de ces fixations. Et on voit que suivant le type de fixation, montant bois, équerre acier, l'impact est négligeable. Montant acier, équerre acier, l'impact est de 5, donc c'est pas grand-chose. Par contre, dès qu'on a une structure aluminium, eh bien l'impact commence à être significatif, on est à 14. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Maintenant, il faut que la filière s'organise pour justifier tout ça. Et maintenant, l'inconfort d'été. Ouais. Alors on va reprendre sur l'inconfort d'été, le nouvel indicateur de la RE 2020. Pour la petite introduction, donc ça c'est les phénomènes caniculaires. Alors c'est le rapport RTE sur le scénario, un scénario à augmentation quand même assez importante, mais on voit les phénomènes caniculaires donc en horizontal, en abscisse, c'est les durées des vagues de chaleur, et en ordonnée, la température journalière maximale. Donc on voit bien effectivement qu'on anticipe de plus en plus de vagues de chaleur à venir, en tous les cas, dans les prochaines années à venir. Donc la RE 2020, son premier impact, ça a été, ça a mis à jour quelques fichiers météo, mais surtout ça a intégré une période caniculaire d'une dizaine de jours où la température est plus élevée, justement pour voir comment réagit le bâtiment dans ce cas de canicule. Donc c'est intégré dans les résultats en termes de degrés heure d'inconfort. Les degrés heure d'inconfort, oui, effectivement, ils prennent bien en compte la durée de l'inconfort, mais aussi son amplitude. Effectivement, c'est les degrés heure. Donc, on va venir analyser ces deux aspects, et ça sera un résultat global par rapport à ces aspects.
et le calcul systématique des degrés heures, même s'il y a une climatisation qui est installée. Ça, c'est un point essentiel, c'est que voilà, même si on a un système de refroidissement actif, on aura un calcul des degrés heures. Et la climatisation, du coup, n'a pas d'impact sur les degrés heures. Seules les solutions dites passives ont un impact. Alors ça, c'est le sujet qu'on verra juste ensuite. Pour les seuils, pour rappeler, hein, mais ça, je pense que ça a déjà été vu rapidement, on est réglementaire et confortable à moins de 350 pour un bâtiment, 350 degrés heure. On est réglementaire et tolérable, on va dire, entre 350 et 1250. Donc là, il y a un petit forfait de pénalisation et on va venir notamment intégrer ce fameux baby au froid qui sera un peu plus élevé et qui sera proportionnel souvent au degré heure, on le verra par la suite. Et puis si on est au-dessus de 1250, on a notre copie à revoir et on repart sur un projet à faire à quelques modifications. Le calcul des degrés heure, oui, effectivement, avec distinction des parties traversantes et non traversantes. Mais ça, je laisserai David revenir dessus juste après. Ouais, c'est un point important. Les degrés heure, on ne va pas faire le calcul pièce par pièce ou logement par logement. C'est une valeur moyenne, je la fais courte, des degrés heure dans les logements traversants et une valeur moyenne des degrés heure dans les logements non traversants. Donc ça ne garantit pas le confort dans l'ensemble du bâtiment, puisque dans une moyenne, il y a des bons et des mauvais élèves. Le seul moyen de garantir le confort, c'est de faire une simulation thermique dynamique. C'est grosso modo le même genre de moteur de calcul, sauf que la méthode est ouverte et qu'on peut venir étudier des zones plus précises et puis changer les hypothèses de calcul. Donc comment est-ce qu'on peut diminuer ces degrés heure dans la RE 2020 ? Il y a différents leviers qui nous sont proposés. L'orientation de la surface des baies, une fenêtre de toit inclinée, c'était un super capteur solaire en RT 2012. Maintenant, on va avoir des petits effets néfastes. L'augmentation de l'inertie, on va le voir après, un impact significatif sur les degrés heure. L'inertie, c'est qu'un impact significatif, c'est le béton, le bois, le béton, la terre ou la pierre. Il faut vraiment apporter de la masse et il faut que cette masse elle soit en contact direct avec le volume intérieur. La température augmente à l'intérieur et cette masse qui est en contact va puiser cette chaleur et la restituer plus tard. Si on met un isolant devant le voile béton, on coupe sa capacité à capter les calories. Voilà, je vais en reparler tout à l'heure. Les logements traversants, c'est un impact significatif pour faciliter la ventilation. Le brasseur d'air qui fait son arrivée dans notre réglementation, c'est pas bon signe pour le futur. Et donc là, on ne diminue pas la température, mais on diminue la température ressentie en créant un courant d'air. La gestion des occultations, les occultations automatiques qui sont très bien valorisées dans la RE 2020. Donc ça marche très bien dans le calcul. Maintenant, je pense qu'il faut s'assurer que ça marche très bien dans la vraie vie et que cette automatisation elle est supportée. Et pour qu'elle soit supportée, nous on est convaincus qu'il faut qu'elle soit associée à des occultations qu'on a envie de se voir fermer. Voilà, une occupation qui coupe la vision sur l'extérieur et qui coupe la lumière naturelle. Je ne suis pas sûr qu'on la supporte très bien. Le ratio d'ouverture des baies, plus une baie est grande, plus on arrive à ventiler. Et puis d'autres solutions, géocooling, puis canadien, plutôt puis provençal, où on vient puiser la fraîcheur du sol. Autre solution, les occultations. Donc là, plus une occultation est perméable, plus elle laisse passer l'air, plus elle est bénéfique pour le confort d'été. Pourquoi ? Eh bien, quand on est dans son logement le soir et qu'on ouvre les fenêtres, on décharge le bâtiment quand la température extérieure est plus fraîche. Et on le fait plus quand on a une occultation qu'on peut fermer. On dort plus la fenêtre ouverte avec des occultations comme ça, puisqu'elle laisse passer l'air. On garde de l'intimité, on a un sentiment de sécurité un peu plus fort. Donc la réglementation considère que si on a des occultations perméables, eh ben, l'occupant va plus ouvrir ses fenêtres le soir. Maintenant, l'inertie. Donc, je vous l'ai dit, il faut que la masse soit en contact direct avec l'intérieur, et c'est l'un des bénéfices de l'isolation extérieure, c'est quand l'isolant est de l'autre côté de la façade, eh bien, la façade permet on peut utiliser l'inertie de la façade pour le confort. Un bâtiment isolé par l'intérieur n'a pas ce bénéfice sur la façade. Donc il y a différents types de classifications dans la RE 2020, les mêmes que la RT 2012. Très lourde, lourde, moyenne, légère. Très lourde, c'est le maximum du maximum. J'ai une toiture terrasse lourde, une dalle béton, une façade en béton qui est disponible, qui est en contact avec le volume intérieur, et des dalles béton. Lourde, c'est l'intermédiaire. C'est béton ITE, mais avec une charpente légère, ou isolation intérieure avec une toiture lourde.
ou façade rideau bois. Façade rideau bois, c'est un petit peu contre-intuitif, n'a pas plus d'impact qu'une façade béton isolée par l'intérieur sur le confort d'été, puisqu'il n'y a pas d'inertie dans une façade rideau bois et il n'y a pas non plus d'inertie dans une façade béton isolée par l'intérieur. Et les solutions moyennes, qui sont en moyenne, c'est les solutions 100% ossature bois. On va le voir, les résultats tout à l'heure. Autre point, c'est la ventilation de la lame d'air qui est derrière le bardage, qui a un impact, qui est valorisable. C'est un coefficient alpha qui est de 0,4 en enduit clair. Eh bien, si j'ai un bardage ventilé gris, donc un peu plus défavorable, qui capte un peu plus de rayonnement solaire, eh bien, si il est ventilé, j'ai le droit d'utiliser le même coefficient qu'un enduit clair. Et donc, un bardage clair, eh bien, on va avoir des bénéfices en termes de confort d'été qu'on va évaluer ensuite. Ici, donc, les résultats. Premier résultat en bleu, la zone H1A, qui représente l'Île-de-France. Et à droite, la zone H3. On voit que l'inertie a un impact vraiment significatif sur le confort d'été dans l'Aéro 2020, avec des gains de degrés de l'ordre de 200 quand on passe de très lourde à moyenne. Et on voit que le côté bardage ventilé a un impact, mais qui est moins significatif. On va gagner quelques degrés heure, mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Autre enseignement, il ne nous reste plus que 5 minutes. Je ne sais plus ce qu'il nous reste. Oui, ça va. Autre enseignement. Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce qu'on ne voit pas les zones non traversantes en fait. Je crois que vous ne les voyez pas. Ouais. En fait, ici, normalement, vous avez 2 bâtons. Un pour la zone traversante, un pour la zone non traversante. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est que la zone traversante, quand on est en zone H3 dans le sud-est de la France, dépasse systématiquement le seuil largement. Et ce qu'on voulait montrer ici, donc il y a différents leviers, et il va falloir souvent en mobiliser 1 ou 2 pour respecter les seuils en H3, qui sont possibles, je les ai listés tout à l'heure. Et là, on a testé l'inertie, et on voit qu'avec une inertie très lourde, on n'est vraiment pas loin du seuil, donc ça pourrait suffire à respecter ces seuils. En tout cas, ça montre encore une fois le bénéfice d'inertie sur le confort d'été. Voilà, et on voit aussi, donc là on ne voit pas la zone non traversante, mais la zone non traversante pour la zone H1A, elle est plus haute que ce bâton bleu, environ 150 degrés heure au-dessus. Et on voit que dans la zone H1A, et c'est vrai dans les 3/4 nord de la France, l'Aéro 2020, ce seuil de 1250 degrés heure, il ne va pas challenger nos pratiques dans notre zone climatique en H1A. Et c'est un peu dommage, on peut dire, puisqu'on sait très bien que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui ne sont pas confortables en période de canicule. Et les solutions constructives qu'on mobilisait avant seront toujours compatibles avec l'Aéro 2020. Donc on espère qu'il y aura des labels ou des choses qui vont aller plus loin. Alors, il faut être indulgent, c'est un sujet nouveau, il était un peu compliqué. Autant le carbone, matériaux, on s'est exercé dans E+C-, autant le degré heure, on a peu expérimenté. Donc il faut espérer qu'on puisse un jour se remettre autour de la table, tirer conclusion des premières années d'application, et puis de voir jusqu'où on peut aller sur ce sujet. Ici, c'est la même chose. Donc là, j'ai parlé des degrés heure, mais en fait, l'inertie va avoir un impact aussi sur les besoins de froid, qui sont comptabilisés dans le BBio désormais systématiquement. Donc on voit qu'en HA, en Île-de-France, il y a des bénéfices, mais ce n'est pas significatif. Par contre, en zone H3, c'est vraiment significatif. Ici, c'est un peu subtil, c'est des kilowattheures, alors que dans l'Aéro 2020, on parle de points, il faut multiplier par 2. Et donc, en zone H3, respecter le BBio, il ne s'agit plus seulement d'isoler le bâtiment pour la thermique d'hiver, mais les optimisations de conception de l'enveloppe qui vont avoir un bénéfice sur le confort d'été vont avoir un effet significatif, vont nous aider à passer les seuils, et notamment l'inertie. Oui. Alors on rajoutera effectivement, même que ce sujet de BBio froid qui augmente, effectivement, plus l'inconfort est peu maîtrisé, on veut dire. Plus ces BBio froids sont importants et plus on peut avoir aussi des phénomènes de cascade sur le niveau d'isolation à embarquer ou des efforts à faire. C'est pour insister là-dessus. En termes de conclusion, on a tiré 4 grandes conclusions. Déjà, c'est que l'isolation thermique par l'extérieur en filière sèche est une solution RE 2020. Et elle peut aussi permettre d'aller plus loin, on l'a vu sur le BBio et sur le BBio-20.
Mais oui, effectivement, les parements extérieurs sont compatibles avec la RE20, mais leur usage a une incidence non négligeable sur l'indicateur IC Construction. Donc on voit qu'il y a, il y a des variantes suivant les bardages, et même s'ils répondent globalement, si on veut gagner de la liberté architecturale, la solution, c'est aussi éventuellement de se partir sur des solutions façade rideau bois. Ça peut permettre de gagner de la liberté grâce au carbone stocké par l'ossature bois. Et enfin, l'ITE au sens large, hein, mais le confort d'été, l'inertie des façades a une incidence non significative. Et là, on peut gagner aussi quelques points de confort et aussi du coup de Bébio indirectement. Tout ça pour dire que, au final, le SNBVI est engagé dans la démarche, hein, grâce à l'étude qu'on a réalisée avec Pouget Consultant. Et il y a beaucoup de questions qui se posent à l'échelle syndicale sur les suites à donner à cette étude, qui est toute récente, hein. Donc c'est un sujet qu'on prend à bras le corps, et on se pose des questions sur des FDES collectives, et avec toute la technicité que ça implique derrière sur différents types de bardages. Merci à tous pour votre écoute. Et je ne sais pas s'il y a quelques questions. Pas de questions. Moi, je vous invite à venir nous voir un peu après. Voilà, on restera un petit peu devant.